une, une réponse justement à ton invitation, quelqu'un qui demandait s'il y avait moyen de faire un résumé ou quoi. Je ne sais pas si tu as eu Oui, l'occasion de lui répondre. j'ai vu. Et donc, le plus simple, c'est qu'on pourra envoyer l'enregistrement, le replay aux personnes qui le souhaitent. Comme ça, elles auront les informations de la façon la plus adéquate possible, puisqu'elles viendront de ta bouche. On va essayer. Ah, une tête connue. Bonjour, monsieur Bonjour à Lambert. tous. Bonjour. Salut Quentin. Ça va? Ça va, ça. Non. Frédéric est mon associé, en fait. Bonjour Frédéric. Bonjour, monsieur quand même. On peut se tutoyer, hein. Votre collègue, moi, j'ai pas de souci. Merci. J'essaie d'activer le bouton de Pascal Copiard. Voilà, c'est fait. Ah, voilà, tu es là. Oui, je suis là, oui. Bonjour. J'ai lancé un enregistrement pour ceux qui ne pourront pas être là, donc. Hein. Ok. Après, en fonction du nombre de personnes qu'il y aura en ligne, on pourra. Si vous restez dans le silence calmement, on laisse les micros ouverts. Ça permettra de poser des questions au fur et à mesure. S'il y a trop de monde, il y a trop de bruit, peut-être des enfants autour de vous, etc., on mettra les micros sur silencieux pour laisser l'espace à Quentin. Quoi. En tout cas, bienvenue à tous. Merci. Je vais chercher de quoi écrire. Vous avez vu qu'il y a un petit bouton converser aussi où on peut envoyer un petit message. C'est pratique. C'est ce qu'on utilise pour tous nos webinaires depuis plusieurs semaines pour que tout le monde puisse aussi poser des questions. Et quand on est en mode plein écran avec le PowerPoint, il y a moyen de converser aussi. Et là, on voit en tout cas ton PowerPoint en plein écran, puis tu l'as partagé, donc ça c'est une bonne chose. Est-ce que simultanément, il y a moyen de converser, de voir les… Oui, si tu vas sur le bouton converser, tu vas voir l'affichage devant ton écran, Attendez. effectivement. Je vais mettre toutes mes petites fenêtres pour voir un peu. C'est une grande première pour moi aussi. Voilà, tu es parfaitement en plein écran, tu es en mode conférence. Tu ne vois que ton écran. Et là, en fait, vous voyez. Ben, il y a les vignettes à droite, enfin, il y a les vignettes où tu peux voir toutes les personnes si tu cliques sur le damier. Tu les vois l'une en dessous de l'autre si tu cliques sur le bouton bleu où il y a 2 points. C'est ça. Et voilà. Et puis tu peux réduire aussi pendant que tu parles si tu veux avoir tout l'écran devant toi. Et est-ce que là, ici, donc j'ai partagé l'écran. Est-ce que malgré tout, vous voyez les différentes photos qui s'affichent et une fenêtre conversation de groupe Zoom? Vous voyez ça ou pas? Oui. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Joël Lisin, là. Moi, ce que je vois à l'écran, c'est les drives, donc UPPCF, pour défendre des psychologues cliniciens. Et en bas à droite, j'ai une petite vignette où je vous vois soit vous, soit Dimitri. Voilà, mais tu peux agrandir cette vignette, tu peux voir plus de personnes. Si tu vas en haut de la première vignette, tu vas voir un petit damier. Si tu cliques dessus, tu vas voir toutes les personnes qui sont connectées. Je le fais. Voilà, je vois Evelyne France, je crois. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui. Oui. Il y a 11 personnes pour l'instant, 12 personnes qui ont rejoint. Il y a encore moins 10. Hein. Il y a la possibilité. Donc, là, ici, vous venez de voir une fenêtre conversation de groupe qui se mettait devant… Non. Non, mais si Non, tu pas cliques non sur… plus. Si vous cliquez sur converser en bas Converser. du menu, Oui, ça va apparaître. C'est pour voir si je sais à la fois Bonjour. ouvrir ma fenêtre sans Converser. n'entrave la présentation PowerPoint et tout en ayant la possibilité donc, de voir vos questions éventuelles et de pouvoir y réagir. Bonjour à tous. En fait, il y a un petit bouton qui permet de dire si on veut converser avec une personne ou avec tout le monde dans la fonctionnalité du chat.
J'ai même découvert hier dans une formation qu'il y avait possibilité de faire des sondages ou brainstorming en live. Tout à fait. C'est vraiment assez impressionnant. Mais voilà, ici j'étais overbooké, donc mais sinon j'aurais bien utilisé justement pour. J'avais envie de poser l'une ou l'autre question pour voir où, voilà, votre degré d'information par rapport à l'union professionnelle. Voilà, mais pris par le temps. Je suis un peu pris par le temps pour le moment. En tout cas, au niveau des technologies, on aura appris beaucoup de choses. En fait, Zoom, ça fonctionne de façon chirurgicale. Hein. On utilise pour tous nos webinaires avec une centaine de personnes en ligne, voire plus. Les consultations, c'est très facile. Il y a très peu de problèmes techniques avec les gens, que ce soit sur leur téléphone ou via l'interface. Et donc, c'est l'interface qu'on a intégrée dans l'espace pro de tous les psys de psy.be, avec des codes qui permettent de sécuriser chaque consultation. Juste apparemment, pour sécurité, pareil qu'aux États-Unis, ça a un peu fait polémique, hein, de ce que j'ai entendu. Maintenant, j'imagine que c'est comme tous les outils. Hein. En fait, Zoom a tellement été mis en avant et a tellement pris le pouvoir que ça n'a pas plu aux concurrents. Zoom a été victime d'une campagne de dénigrement, mais à tout vent, réellement. Alors moi, ce que je fais quand quelqu'un a un doute, je lui envoie la policy en français de Zoom au niveau de la confidentialité. Quand on lit tout ça, franchement, c'est nickel par rapport à d'autres comme Skype qui lui vend les données les commerciaux. Hein, donc c'est quand même intéressant de lire la policy de Zoom. Alors, on est 17 là pour l'instant. Bonjour Françoise. Bonjour. Je sais pas si... Moi, je vois la petite vignette de Françoise en tout cas. Oui. Je vois Joël. Je vois Evelyne. Monique, je ne vois pas la photo. Béatrice. Iris. Annie. En fait, il y a Michel. Quand on descend, en fait, sur la dernière vignette, on voit toutes les personnes qui sont là, puis on peut remonter. Certains ont activé leur vidéo, d'autres pas. En fait, il faudrait que j'investisse dans un écran géant pour à la fois pouvoir présenter le PowerPoint et en même temps voir tout le monde. J'amènerai un projet. Oui, voilà. Demain. Excellent. J'en ai un. Ah oui. Voilà. On va améliorer le cabinet. Bonjour, Julie est arrivée aussi, je vois. On s'est parlé tout à l'heure. Oui. On met un visage aussi sur les conversations téléphoniques. Oui, c'est bien. Il y a 18 personnes, 5 minutes. Je vais couper mon téléphone. Non, pas encore. Oui, je sais. La moitié des psys sont arrivés sur les 42 inscrits. Pratiquement, là, il y a 20 personnes. Désactiver. Quand même, on entend. Bonjour Zoé. Bonjour. Ah, je t'entends, donc c'est bien. Si tu veux activer ta caméra, tu peux le faire aussi. Alors, je vais regarder. Il y a un petit onglet vidéo en bas de l'écran à gauche. Voilà, ça y est. Tout le monde d'ailleurs. Alors, j'entends pas super bien. C'est pas la voix en français.
pendant que Quentin parle, en fait, on peut tous aussi cliquer en bas à gauche de notre écran sur le petit micro muet. Oui. Comme ça, on coupera le son et puis on le réactive quand on a besoin quand ce sera le moment de poser des questions. Hein. Oui, oui, ça va. Ce sera mieux comme ça. J'ai même vu aussi qu'il y a moyen de mettre des réactions. Je ne sais pas s'il y a un onglet réaction où on peut mettre le pouce levé ou. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut configurer à l'avance. Voilà, comme Caroline. Bonjour Caroline qui est arrivée aussi. Bonjour Dimitri. Oh, c'est bon, c'est bon. Ok. 22 personnes. Les réactions civilement Je positives. suis dans le mute. On n'a pas droit à l'opprobre. Heureusement. Ah non? Ouais, mais j'ai aucun souci avec la critique. Parce que Tu c'est rigoles. Tant qu'elle est constructive et permet de s'améliorer, c'est avec grand plaisir. Je sais pas. Bonjour Nathalie. Ah, salut Dimitri. Tu m'entends? Super bien. Ah, super. Tout le monde t'entend. Ah, tout le monde m'entend. Bonjour à tout le monde. Comment est-ce que je peux voir tout le monde? Je dois cliquer sur quoi? Mais il y a des petites vignettes. Hein. Alors, tu vois quelques vignettes probablement. Oui. Et si tu vas en dessous de la dernière Ah, vignette, une tu flèche. descends avec la flèche, tu vas voir les autres personnes qui sont connectées. Ah oui, voilà. Bonjour. Quand les micros sont en rouge, ça veut dire que les micros sont fermés. Mhm. Et puis Ah quand oui, il n'y a oui. pas de caméra, c'est que les personnes ne les ont pas branchées, ne les ont pas ouvertes. Mais pour le reste, voilà, il y a 26 personnes pour le moment. Et puis tu peux remonter au-dessus de la première vignette et tu vas Oui, je vois, d'accord. voir. Parce que c'est un ordinateur inhabituel, c'est pas mon ordinateur habituel, c'est pour ça. Mais je connais Zoom, mais ici ça se présente autrement. D'accord. En tout cas, j'ai tenu à inviter Quentin à faire ce petit webinaire parce que je pense qu'on a tous beaucoup de questions par rapport à la situation de nos métiers, de notre métier de psychologue clinicien, des primes potentielles, ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas droit. Et aussi parce que je trouvais important de faire connaître l'Union professionnelle des psychologues cliniciens dans laquelle je me suis inscrit et de comprendre que c'est important d'être regroupés à l'heure actuelle pour défendre nos intérêts. Quoi. Enfin bon, je te laisserai expliquer tout ça, Quentin. Hein. Ouais. Juste une petite minute d'intro, quoi. Oui, tout à fait. Il est 5 heures. Oui, je ne sais pas si... Quand tu veux. Oui, on commence. 26 personnes. Voilà, parfait. Ben, bonjour et bienvenue à tous. Hein. C'est un grand plaisir d'être invité par Dimitri pour essayer de vous esquisser un petit peu ce qu'est l'UPPCF. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que c'est la première fois que je réalise un webinaire. Hein. J'ai l'occasion de faire, comme vous, j'imagine, quelques consultations par vidéoconférence, mais en tout cas, m'adresser à un large public, c'est plus compliqué et devoir gérer un peu les conversations de groupe en même temps. Voilà, donc un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît. Donc moi je suis Quentin Vassard, président de l'UPPCF depuis le mois de novembre. Je suis un membre qui a participé à la création de l'Union professionnelle en 2015. Donc l'Union professionnelle est née, je dirais en même temps que la mise en place de la loi de bloc de 2016. Hein. L'idée sous-jacente étant de regrouper tous les psychologues cliniciens en vue de défendre la profession. Je pense que nous pouvons dire que notre union professionnelle, à l'heure actuelle, s'apparente davantage à un syndicat
des psychologues cliniciens. Donc, si je devais prendre un petit peu l'analogie par rapport au monde médical, l'UPPCF représente un petit peu l'APSIM. Je ne sais pas si vous connaissez avec le très médiatique Docteur De Vos. Donc voilà, maintenant, je ne prétends pas être le Docteur De Vos dans cette crise Corona. Pourquoi l'UPPCF? Parce que le champ des psys apparaît vraiment très divisé. Hein. C'est vraiment difficile de pouvoir identifier finalement les acteurs du monde de la psychologie dans le monde francophone. Il y a une multitude d'associations professionnelles qui regroupent divers courants, diverses modalités de psychologues cliniciens et pas que. Hein. Il y a des associations qui regroupent à la fois des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes. Donc, vraiment un champ très dispersé qui, bien évidemment, de par sa dispersion, fait qu'on est peu crédible auprès des décideurs politiques. Voilà une des raisons pour lesquelles l'UPPCF essaye de regrouper un petit peu ces différentes associations. Je vois que j'ai déjà moult messages. Bien sûr, pareil qu'un homme ne sait pas faire deux choses en même temps, hein, à la fois. C'est un petit problème technique avec Christine qui n'arrive pas à entendre le son. Donc, je lui envoie des consignes pour tenter ça va, pas de souci. Régler le problème. Alors, au fur et à mesure, hein, depuis 2015, différentes associations nous ont rejoints et ont intégré l'UPPCF au travers de différents pôles. Donc, notamment une très vieille association des années 80, l'Association des psychologues de la santé des institutions hospitalières. Et donc maintenant, cette association est vraiment devenue un pôle au sein de l'UPPCF, de plus en plus actif, ainsi qu'une autre association qui est l'association qui regroupe les neuropsychologues, qui, ces derniers temps, s'est illustrée notamment par la réalisation d'événements. Des conférences étaient organisées en vue de développer des formations continues. Voilà. Donc la devise de l'UPPCF, c'est que l'union fait la force. Hein. Plus on est, mieux on sera représenté. Maintenant, ce rassemblement pour mieux défendre les intérêts des psychologues cliniciens s'inscrit dans la diversité. Et ça, c'est vraiment un pilier fondamental pour nous. C'est qu'on veut dépasser les clivages des différentes écoles thérapeutiques qui ont profondément divisé le monde de la psychologie jusqu'à présent. Ça fait à la fois la richesse, mais ça a été un frein au rassemblement et à la défense de notre profession. Donc, on ne souhaite pas, en tout cas, être étiqueté. D'ailleurs, force est de constater que dans nos près de 700 membres, beaucoup sont psychothérapeutes, mais pas tous. Et ces psychothérapeutes, ces psychologues cliniciens et psychothérapeutes sont de différentes obédiences. Et voilà, on n'en privilégie pas une plutôt qu'une autre. Donc, l'UPPCF regroupe les psychologues cliniciens francophones auxquels sont venus se rajouter une poignée de germanophones, puisqu'ils étaient un petit peu esselés et pas spécialement représentés. Donc, l'UPPCF, en fait, a un pendant néerlandophone qui est un lobby très puissant dans le monde de la psychologie en Flandre. Il est clair que nous associons dans certains dossiers qui relèvent du niveau fédéral à nos homologues néerlandophones du BKP, qui comportent
près de 4000 membres en Flandre. Donc, le VVKP est présent depuis 40 ans, l'UPPCF depuis 2015. Nous avons certes une ambition de devenir aussi grand que le VVKP, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, pendant les 2 premières années, il y a vraiment eu un besoin de s'organiser, hein, de pouvoir un petit peu connaître un petit peu le monde dans lequel les psychologues cliniciens allaient s'insérer, notamment dans le champ de la santé. Par la suite, nous avons contribué à nous rassembler, davantage s'agrandir, comme je vous disais, pour comporter près de 700 membres à l'heure actuelle. Et depuis 2019, afin de pouvoir défendre les intérêts au mieux, nous visons à professionnaliser de plus en plus certaines tâches. Quelles sont les missions de l'UPPCF? Donc, comme je vous le disais en préambule, dans le respect de la diversité des psychologues, c'est vraiment à la fois promouvoir, mais surtout protéger les intérêts. Nous sommes également très attentifs à ce que les psychologues cliniciens disposent d'une formation et d'une pratique d'excellence, tout ça dans l'intérêt de nos patients clients. Nous souhaitons également favoriser un esprit de confraternité, de réunir les psychologues cliniciens qui souvent exercent, que ce soit en activité salariée ou en activité indépendante. Ce que j'entends souvent, c'est un profond sentiment de solitude qui anime les psychologues. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir se rassembler au travers de différentes thématiques qui nous réunissent. Et au fur et à mesure où on avance, on se rend compte qu'il y a vraiment des champs d'intérêt communs, des sous-groupes qui émergent avec de différentes propositions et différents plans d'action. Oui. Je ne sais pas ce que je peux susciter. Pas moi. Donc, l'UPPCF s'inscrit également dans une approche scientifique. Hein. Donc, c'est important pour nous de veiller à stimuler des échanges entre le monde de la recherche et le monde des cliniciens. L'UPPCF s'inscrit également dans la pluridisciplinarité. Donc, à partir du moment où nous rejoignons le champ de la santé, il est clair que si nous voulons développer une pratique d'excellence, c'est important de pouvoir collaborer avec les autres professionnels de santé. Enfin, nous sommes également aussi attentifs aux aspects déontologiques de notre profession et nous veillons à ce que certains de ces aspects, comme notamment le secret professionnel, puissent être respectés malgré le développement de pratiques innovantes telles que la mise en réseau. Enfin, nous avons développé au fur et à mesure de ces 4 années d'existence un rôle de représentation auprès de différents stakeholders, que sont des organes consultatifs, mais également le pouvoir public. Et nous établissons de plus en plus des relations avec d'autres associations professionnelles dans le but à la fois de développer des collaborations structurelles, mais également des collaborations plus conjoncturelles. Parce que, voilà, certaines associations professionnelles qui comportent des psychologues cliniciens, curieusement, ne défendent pas spécialement la psychologie clinique. Mais sur certains points, nous pouvons néanmoins nous retrouver. Donc, je pense que dans l'intérêt de la défense des psychologues cliniciens, c'est important de pouvoir s'ouvrir à cette diversité. Voilà un petit peu les différentes missions. Bien sûr, l'adhésion à l'UPPCF est tout à fait facultative, hein, puisqu'il s'agit d'une association professionnelle d'ordre privé.
Mais j'espère en tout cas au travers de l'échange aujourd'hui pouvoir vous démontrer qu'il y a une certaine utilité à pouvoir adhérer à l'association professionnelle. Alors, de quelle manière? Pour être au courant des informations concernant notre profession, d'éviter aussi de tomber dans des fake news. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel nous sommes vraiment attentifs, c'est-à-dire d'avoir une information de qualité qui a été vérifiée. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs. Et donc, il nous appartient vraiment de pouvoir rectifier dès qu'une erreur surviendrait dans la diffusion de notre information. Mais voilà, on a en tout cas en interne un processus qui vise à vérifier l'information avant de la transmettre à nos membres. Et donc, parfois, ça peut être frustrant parce qu'il y a des bruits de couloir, hein, notamment dans cette crise Corona qui surviennent sur des types d'aides probables. Bien sûr, en interne, on a des informations, mais qu'on ne peut pas divulguer parce que voilà, le politique est très sensible à vouloir diffuser l'information prioritairement avant les associations professionnelles. Donc, il y a tout un jeu qui se joue. Donc, ça, c'est premièrement avoir accès à l'information. Alors, ici, en cette période Corona, vous verrez que si vous allez sur le site de l'UPPCF, on est un peu on fonctionne en espace ouvert. Vous avez accès aux infos flash qu'on a pu faire au travers de cette crise. C'est clair qu'en temps normal, on réserve l'information à nos membres. Hein. Il y a un côté un peu corporatiste parce que sinon, finalement, si on a accès à tous les services, à quoi ça sert encore de cotiser à l'union professionnelle? Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site internet, hein, www.uppcf.be. Nous réservons à nos membres un espace membre dans lequel ils peuvent disposer de différents dossiers que nous avons constitués au fur et à mesure de l'union. Notamment, nous avons mis en place un dossier patient qui respecte les législations en vigueur dans le champ de la santé. On s'est attaché aussi à développer un dossier RGPD, puisque comme on s'insère dans le champ de la santé, nous sommes soumis au règlement général de protection des données. Donc voilà, il y a tout un travail qui a été réalisé par nos membres bénévoles pour essayer de faciliter le travail au quotidien du psychologue clinicien. D'autres avantages, hein, progressivement, on essaye de développer par l'effet de groupe des tarifs préférentiels. Nous avons déjà l'occasion de collaborer depuis plusieurs années avec AMA, qui offre une assurance professionnelle à nos membres avec une réduction significative d'une cinquantaine d'euros annuels, ce qui permet déjà de rentabiliser pleinement sa cotisation à l'UPPCF, puisque notre cotisation actuelle est de 50 euros. D'autres types d'aides, hein, par exemple, on a des réductions avec Docorga. À venir, de pouvoir avoir accès à des tests psychométriques à tarif préférentiel aussi, des articles scientifiques qui seraient plus facilement accessibles. Nous essayons progressivement de mettre en place une aide déontologique. Nous sommes fortement sollicités par nos membres. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est une mission qui incombe à la commission des psychologues. Force est de constater que cette commission des psychologues renvoie parfois des avis très, très généraux, mais ne soutient pas spécialement les psychologues cliniciens. Donc voilà, on essaye. Maintenant, il est clair que nos avis n'engagent que ceux qui les donnent, hein, puisqu'on n'a aucune autorité administrative, là où la commission de psychologues serait censée pouvoir
appuyé par justement cette autorité. Mais voilà, ce service n'est pas rendu aux psychologues. Nous le déplorons malgré les 95 € annuels auxquels nous sommes soumis si nous souhaitons porter le titre de psychologue. Autre service, les intervisions pour responsables de psychologues qui préexistaient avec l'association des psychologues d'hôpitaux. Notamment, cette association avait mis en place des descriptifs de fonctions pour les psychologues, pour les services de psychologie également, en vue d'améliorer la reconnaissance des psychologues dans les milieux hospitaliers. Voilà, je ne sais pas pour ceux qui ont eu l'occasion de s'en rendre compte, mais on essaye en tout cas de soutenir nos membres dans cette crise du corona. Là, ici, dernièrement, on a lancé une action en vue de pouvoir équiper les psychologues qui souhaiteraient reprendre des consultations en présentiel. Bien sûr, ben, voilà, cet apport, ce service amène un gain substantiel. L'effet de groupe permet également de réduire un petit peu les coûts par rapport à ce type de matériel. Donc voilà, c'est une démarche qui est en cours. Énormément de questions individuelles auxquelles nous avons tenté de répondre. Et durant cette crise, voilà, il est clair que si des psychologues cliniciens ont obtenu différentes indemnités, différentes aides financières, l'accès aux droits passerelles, là des primes au niveau régional, c'est parce que l'UPPCF, par ses différents relais que sont l'Union des professions libérales et intellectuelles de Belgique et le syndicat neutre des indépendants, a permis un petit peu toutes ces avancées qui, nous l'espérons en tout cas, permettra de limiter la casse et d'aider les plus précarisés d'entre nous. Voilà un petit peu les différents avantages que nous proposons. Voilà peut-être faire un petit état des lieux de ce que nous avions eu l'occasion de faire en 2019 au niveau de la représentation. Donc, alors, un conseil fédéral des professions de soins de santé mentale a vu le jour. Et donc, voilà, c'est un organe décisionnel qui rend des avis à un ministre de la Santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le SPF Santé a mis en place un projet pilote de psychologues de première ligne. Et donc, nous participons à l'évaluation de ce projet pilote et à le faire évoluer, puisque nous portons des revendications relativement claires par rapport à ce projet, notamment la suppression de la prescription de renvoi auquel le psychologue clinicien est soumis pour pouvoir offrir le système du tiers payant aux patients. Également veiller à une simplification administrative et enfin veiller à ce que les honoraires des psychologues cliniciens soient dignes de leur niveau de formation et du service qu'ils peuvent proposer à leurs patients clients. Nous participons également à l'organe de la commission des psychologues pour lequel nous essayons de faire évoluer les choses. Donc, par exemple, concrètement, nous nous battons pour que ce droit d'enregistrement obligatoire soit limité. Et donc, nous sommes opposés formellement à une hausse de ce droit d'enregistrement. Il faut savoir qu'au départ, la commission des psychologues voulait que ce droit d'enregistrement soit de 160 €. Voilà, l'UPPCF s'est battu au sein de la commission des psychologues. Il y a d'autres associations professionnelles qui défendaient cette augmentation à 160 €. L'UPPCF y a été formellement opposé. On veillait à un statu quo. Voilà, maintenant, le ministre du CARM a essayé
de contenter tout le monde et de veiller à la pérennité de cet organe de droit public qui partait à la dérive. Je ne vais pas détailler en détail, mais je pourrais vous faire une conférence rien que sur ce fonctionnement de la commission des psychologues. Donc, nous avons aussi participé à pouvoir réformer, restructurer la Fédération belge des psychologues qui avait eu une force de frappe qui a contribué à la mise en place de la loi de bloc. Mais cette Fédération belge des psychologues s'est diluée quelque peu. Donc voilà, l'idée étant de pouvoir la faire évoluer, d'avoir des relais plus sur le plan européen, notamment. Toute une série de directives nous arrivent de l'Europe, notamment il y a un risque pour les psychologues, par la réforme du code de la TVA, à ce que nous soyons soumis à TVA. Voilà, l'UPPCF se bat pour veiller à continuer à être exonéré en tant que professionnel de santé. Nous avons l'occasion, et encore ici, ce mois de mai, nous aurons l'occasion de participer à des travaux de commission santé du Parlement, où là, nous allons aborder deux thématiques chères à l'UPPCF, qui est d'une part la précarité des psychologues indépendants, et d'autre part l'asservissement des psychologues cliniciens en milieu hospitalier. Voilà, nous sommes en train de rédiger un texte que nous soumettrons aux députés. Nous défendrons avec des propositions concrètes dans le futur. Participation à différentes journées d'études, donc comme quand des partenaires nous invitent, nous essayons d'être présents. Voilà. Dimitri, par son invitation, est un bel exemple. Nous essayons d'être actifs aussi sur le plan médiatique. Voilà, l'occasion de participer à l'une ou l'autre émission radio, télévisée l'année passée. Ça continue encore cette année. L'année passée, nous avons eu les élections fédérales. Nous avions réalisé un mémorandum que nous avons pu soumettre aux partis politiques, de pouvoir rencontrer des élus qui étaient élus à la commission santé de la Chambre. Nous poursuivons donc différentes interpellations auprès du ministre de tutelle, comme je vous disais, par rapport à cette augmentation de la cotisation commission. Voilà, nous essayons d'optimiser nos collaborations avec nos partenaires. Donc, comme je vous disais, 610 membres en 2019. Les newsletters, les annonces de formation, de conférences, des réponses individuelles, un site internet que nous essayons de moderniser, la création de différents pôles, des soirées thématiques organisées. Voilà, j'en passe, cette liste n'est pas exhaustive. Que vous dire d'autre? Oui, donc, là, en 2020, le travail se poursuit. Un petit peu passé tout ça. Avec quels moyens parvenons-nous à essayer d'atteindre ces différents objectifs que nous nous fixons? Ils sont de deux types, les moyens à la fois financiers et humains. Les moyens humains, nous pouvons compter sur bon nombre de nos membres qui, au fur et à mesure, en fait, des difficultés qu'ils peuvent évoquer, sont pris également d'une certaine motivation à vouloir contribuer à la défense des intérêts, mettent à disposition une heure par-ci par-là des compétences spécifiques qu'ils peuvent avoir. Voilà, au sein de notre union professionnelle, on a par exemple un psychologue clinicien avocat. Donc, autant vous dire que ça peut avoir
un intérêt non négligeable pour défendre la profession lorsqu'il s'agit d'engager un avocat pour défendre nos intérêts. Il y a déjà un travail qui est prémâché, par exemple. Donc, à la fois des moyens humains et, comme je vous le disais, des moyens financiers. Donc, actuellement, pour pouvoir veiller au fonctionnement et à la pérennité de notre union, nous demandons une cotisation annuelle de 50 € avec des tarifs préférentiels pour les retraités. Les étudiants bénéficient de la gratuité, tarifs préférentiels aussi pour les gens qui bénéficient d'allocations de remplacement, ce genre de choses. Voilà, je pense que je ne vais pas tenir le crachoir plus longtemps. J'imagine qu'il doit y avoir des questions. En guise de conclusion, vous dire que voilà, le travail ne manque pas. Hein. Moi, au sein de l'UPPCF, quand le confinement a vu le jour, j'ai pris un temps plein en plus de bénévolat pour notre union. Et voilà, ça me permet un petit peu de contribuer à développer la structure et essayer de la rendre la plus opérante qui soit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Quentin, moi j'ai vu passer quelques questions tout à l'heure, notamment par rapport aux primes actuelles qui avaient été reprises dans la dernière news flash de l'UPPCF. Est-ce que tu peux redonner les informations par rapport à l'octroi de ces primes, les conditions d'octroi de ces primes et les modalités pratiques peut-être, voilà. Oui. Donc, premièrement, un des avantages une des mesures que nous avons obtenues, c'est ce fameux droit de passerelle. Donc, c'est un droit qui existe en dehors de cette crise Corona pour les indépendants en difficulté, avec toute une série de conditions pour y avoir accès en temps normal. Il se fait qu'ici, dans cette crise, les conditions sont extrêmement limitées. Elles se limitent au fait d'être bien évidemment psychologue indépendant à titre principal, mais également à titre complémentaire. Pour les retraités, ce droit passerelle a également vu le jour. Concrètement, que faut-il faire? Via sa caisse d'assurance sociale, remplir un formulaire simplifié que vous renvoyez par voie électronique. Et voilà, une fois que vous avez renvoyé, c'est pris en charge par votre caisse d'assurance sociale et la prime à laquelle que vous avez droit tombe. Ça, c'est petit renseignement. On peut peut-être demander si dans l'Assemblée, parmi les 30 personnes qui participent, est-ce que quelqu'un n'a pas encore fait la démarche de droit passerelle? Et si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à ce droit passerelle. Alors, je vois que Sylvie pose une question. Indépendant complémentaire à mi-temps aussi, Quentin. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. Donc, Sylvie demande, quand on est indépendant complémentaire, oui, tout à fait. À mi-temps, est-ce qu'on a droit aussi au droit passerelle? Oui. Donc là, ça n'est pas arrivé tout de suite. Au départ, ça a été uniquement autorisé pour les indépendants à titre principal, mais maintenant, c'est également d'application pour les indépendants exerçant à titre complémentaire, avec un effet rétroactif. Donc, ça veut dire que si vous introduisez maintenant votre demande, à partir du confinement, vous pouvez avoir droit à cette prime donc en mars et en avril. Alors, quelque part en primeur, mais je ne suis pas censé communiquer l'information, c'est pour ça que vous ne la verrez pas par écrit maintenant. Je permets, Quentin, juste par rapport à ce point, je vois des réactions intéressantes.
Ouais. Pascal Coquillard qui nous dit cela dépend du montant des cotisations sociales trimestrielles. Il parle d'un montant de 740 € total. Oui. Et puis je vois quelqu'un donc, pour qui ça a été refusé ce droit passerelle alors qu'elle est indépendante principale, Elisabeth Berger. La raison invoquée est que ses cotisations sociales de 2020 étaient insuffisantes. Oui, parce que les cotisations sociales, elles se basent sur l'année 2017. Oui, tout à fait. Et donc, alors, il y a un complément à ça aussi, c'est qu'ils tiennent compte de la situation familiale et que pour connaître la composition familiale, il faut donner une attestation émanant d'un mutuel pour savoir quelles sont les personnes à charge. Voilà. Ouais. Tout à fait. Nous avons récolté effectivement des plaintes de nos membres à ce sujet qui s'étaient vus refuser le droit passerelle parce que ce droit se base sur les cotisations sociales que vous avez versées. Et donc, si vous êtes retrouvé dans une année où vous avez moins travaillé, et donc par exemple exonéré des cotisations sociales, vous n'y avez pas droit. Malheureusement, actuellement, nous n'avons pas de levier pour faire sauter ce point-là, puisque la législation est assez claire en la matière. Donc, Elisabeth nous dit qu'elle n'était pas indépendante encore en 2017. Oui. Donc, il n'y a pas droit. Oui. Moi, On est vraiment sur chaque fois, enfin, là en tout cas, vous venez vraiment avec des problématiques très spécifiques. Je pense qu'il faudrait vraiment analyser chaque dossier au cas par cas. Ce que je peux vous dire de l'expérience qu'on a eue avec nos membres, c'est que je vous invite, même si d'emblée vous avez un refus de votre caisse d'assurance sociale, à malgré tout formuler une demande auprès du médiateur fédéral. Vous verrez, il y a la possibilité de faire appel de cette décision de refus. Alors au moins, là, vous aurez l'explication un peu plus détaillée. Et ben, voilà, en fonction de cette explication, je pense que c'est important de revenir vers nous au cas par cas. Parce que voilà, chaque situation est véritablement unique. L'accès aux droits passerelle pour les indépendants à titre complémentaire, il y a également une notion de revenu minimal. Donc, vous devez avoir, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, je retourne dans une de nos news pour ça. Et le revenu minimal, il est reflété par le niveau de cotisation sociale de 2017, de 740 € par trimestre. En fait, si je peux me permettre, par rapport à cette question-là, puisqu'on a discuté avec Quentin suite à un membre qui était en difficulté, donc je vois un peu passer les différents messages, mais comme j'ai l'occasion de prendre la parole, ça va plus vite. Je voyais quelqu'un qui n'était pas encore indépendante en 2017. Je suis devenu indépendant en fin de l'année 2017 et il se base, de ce que j'ai compris, j'ai droit au droit passerelle, il se base sur les cotisations effectivement de 2020 et une des conditions, notamment et surtout pour les indépendants à titre complémentaire, c'est de payer, d'avoir pu payer jusqu'à présent pour 2020 les cotisations correspondant au minimum aux cotisations d'un indépendant à titre principal, qui est de 720 ou 730 €. Donc, ça semble être la condition. Alors, avec les faits, alors, pour les revenus, la question des revenus, ça rejoint alors un petit peu ce que Quentin disait tout à l'heure, avec un effet possible rétroactif pour des personnes qui auront pu bénéficier pendant cette période de début d'année d'un type d'aide, que ce soit article 37 ou autre. Mais je pense que pour l'obtenir maintenant, c'est vraiment une condition, c'est d'avoir pu contribuer cette année aux cotisations minimum indépendant à titre principal.
même si on est à titre complémentaire. Alors, une aberration hein, des aides actuelles, c'est que donc, dans un deuxième temps, nous avons obtenu des aides régionales avec des primes uniques, que ce soit en région wallonne ou en région bruxelloise. Alors, ces primes actuellement sont conditionnées par le fait d'avoir eu accès aux droits passerelles. Alors, il est clair que les indépendants qui, pour les raisons que vous venez d'évoquer, ne gagnaient pas assez en 2007 sont déjà par définition potentiellement des indépendants plus vulnérables. Et donc, un de nos combats est de dissocier, de ne pas conditionner ces aides régionales par l'obtention du droit passerelle. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours actuellement. Nous espérons pouvoir arriver à quelque chose qui permettrait à ces indépendants de pouvoir sortir un peu la tête hors de l'eau, quoi. Il y a une autre mesure hein, qui est sur la table pour le moment, c'est de pouvoir bénéficier d'une indemnité journalière. Voilà, qui ne serait pas non plus conditionnée par l'accès au droit passerelle. Voilà, tout ça évolue un petit peu au jour le jour. Comme l'évolution, donc le droit passerelle a été un acquis pour mars et avril. Là, pour le moment, est sur la table le fait de prolonger jusqu'au 31 mai. Voilà un petit peu où nous en sommes actuellement dans ces différents types d'aides. Concernant la prime unique, qu'en est-il? Pardon? Il y a une prime unique qui peut être versée, par exemple, à l'ORECA, et on parlait de cette prime unique également pour le paramédical. Et les psychologues. Et pour les psychologues aussi. Donc, c'est de cette prime unique dont je parle, hein, de 2 500 € en Wallonie, 3 000 € en Flandre et je crois 2 000 € en Bruxelles. Donc, je revois dans une de nos newsletters. Oui, et qu'en est-il? C'est déjà officiel, ça? Ah oui, tout à fait. Là, d'ailleurs, ici, on s'est rendu compte que les psychologues n'avaient pas spécialement les modalités pratiques. Et donc, d'ici, j'espère, les 24 prochaines heures, boucler un flash info avec ce type de modalités pratiques. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, les ministres prennent des décisions, mais alors après, l'administration met un certain temps à pouvoir opérationnaliser les choses. Et donc, il y a un capharnaüm complet. Par exemple, en région bruxelloise, ça fait déjà quasi un mois que cette prime unique a été validée, mais les modalités pratiques ne sont toujours pas là. Par contre, ici en région wallonne, c'est tombé il y a pas tellement longtemps, mais je dois avoir aujourd'hui les modalités pratiques. Donc, vous allez les recevoir si vous êtes membre de l'UPPCF. Et donc, c'est selon la région dans laquelle on travaille ou on habite? Non. C'est la région selon laquelle tout dépend, en fait, si vous êtes vous êtes en personne physique ou en société. Mais c'est, Frédéric, tu me reprends si je me trompe, hein, mais c'est le siège d'exploitation qui prévaut. Donc, si vous êtes enregistré en Flandre, ben, vous bénéficierez de la prime flamande, quoi, même si vous avez un bureau en Wallonie. Maintenant, vous ne pourrez pas cumuler, à moins que vous ayez deux sociétés. Même quand tu as deux sociétés, il n'y en a qu'une seule qui est prise en compte. Ah ben voilà. Pour l'information, en tout cas, d'après mon comptable, les primes en région flamande on pourra faire la demande en ligne à partir du 4 mai. Ah ouais. Je ne sais pas pour les autres régions. Moi, je suis à Krainem, donc Brabant flamande, Flandre. Du côté, en tout cas de la région flamande, c'est le 4 mai qu'on pourra introduire cette prime unique.
Clairement, hein, je veux dire, nous ici, voilà, en tant qu'association professionnelle, on n'est pas expert comptable ou fiscaliste non plus. Et c'est vrai que souvent, les informations que nous recevons sur les modalités pratiques ou les petites subtilités, voilà, c'est parce qu'on les a reçues d'un comptable ou l'autre qui est bien informé, qui se tient à jour. Hein. Voilà, on essaye de se professionnaliser, mais on n'a pas encore toujours des expertises. Voilà, moi, par exemple, je suis indépendant à titre complémentaire et voilà, c'est une activité très accessoire. Donc, dire, vous posez, j'aurais dû venir avec un de nos membres de l'UPPCF très, très actif et beaucoup plus expert. Enfin, voilà, par exemple, Frédéric, dans ce domaine, certainement plus compétent que moi pour répondre à toute une série de questions spécifiques. Il y a une question de Sylvie. Si on travaille quelques heures, aura-t-on droit à la prime unique? Oui, donc là, clairement, hein, vous avez été quelque part sommé par le ministre de la Santé de laisser vos cabinets ouverts pour les urgences éventuelles. Et donc, vous ne pouvez pas attester d'une interruption de 7 jours. Là, ça ne posera pas de problème. Aussi bien pour le droit passerelle que pour les primes uniques. Mais comme je le disais, les primes uniques, pour le moment, sont conditionnées à l'accès au droit passerelle. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire évoluer. Juste pour info, en région flamande, en tout cas, il faut pouvoir prouver et déclarer sur l'honneur une perte de 60% au moins de ses revenus pour demander la prime. Ouais. Voilà, c'est chiffré à 60% de revenus. Oui, alors ici en Wallonie, ils avaient mis ça sur la table aussi. Et à un moment donné, on a réussi à ce que cette condition tombe. Voilà, l'argument invoqué, c'est que les frais, eux, ils n'étaient pas perdus à 60%. Hein. Ils n'étaient pas réduits de 60%. Je vois, savez-vous à partir de quand il sera possible de demander cette prime unique? C'est déjà possible et comme je disais, dans les 24 heures, vous aurez les modalités pratiques via l'info flash de l'UPPCF. On doit vérifier encore l'une ou l'autre chose pour être sûr. Je répète aussi aux abonnés professionnels de psy.be que dès qu'une information est transmise par l'UPPCF ou par la Commission belge psychologue, elle est chaque fois postée dans l'espace pro, dans Info Pro. Donc, vous pouvez retrouver l'historique des informations si vous vous connectez à votre espace pro, notamment par rapport au montant des primes dont on vient de parler. J'ai simplement repris les informations qui ont été publiées par la newsletter de l'UPPCF, de manière à ce que le plus de personnes possible puissent avoir accès à l'information, parce qu'on n'a pas tous, évidemment, reçu cette newsletter. Ouais. Maintenant, ce service offert par psy.be ne doit pas vous dispenser de rejoindre notre union professionnelle. On est bien d'accord. Voilà, on a besoin vraiment de vous, pas spécialement pour les aspects financiers, hein, parce que voilà, l'idée c'est de pouvoir voilà, assurer un minimum de continuité sur les aspects financiers, mais c'est surtout sur la loi du nombre. Hein. Il est clair que quand le VVKP débarque et dit on représente 4000 membres, ça a tout de suite un poids différent qu'une union professionnelle qui en représente pour le moment 700. Question pratique, les personnes qui sont dans des situations particulières, comme on a pu le voir, est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec l'UPPCF après cet atelier? Je peux leur envoyer ton adresse mail était dans le mail de confirmation, donc Quentin Vassar. Oui, il n'y a aucun souci. De toute façon, voilà, moi, j'ai forcément en tant que président une vue d'ensemble. Et voilà, si moi je ne peux pas répondre à la question, je réoriente vers quelqu'un plus compétent que moi au sein de l'Union. Souvent, je mets 2-3 personnes en copie afin que voilà,
d'avoir vraiment une réponse la plus complète possible. Et comme je disais, au sein de l'UPPCF, on a développé un pôle psy indépendant récemment, mais avec une autre personne qui vraiment se tient à jour de toutes ces différents types d'aides qui émanent. Et donc, voilà, en lien direct avec le syndicat neutre des indépendants qui est autour de la table lors des négociations avec les différents gouvernements du pays. Je vois Ludovic qui nous dit, moi je reprends le 5 du 5 après une interruption totale depuis le 14 du 3. Juste une petite information pratique. Ce matin, j'ai téléphoné dans une pharmacie à Krainem pour demander des masques chirurgicaux, pouvoir travailler confortablement. Et on m'a dit, vous devez vous adresser à votre administration communale, elle vous donnera en tant que psychologue un lot de masques gratuitement. Je dis, ah bon, je suis très heureux d'avoir l'info. Et j'ai reçu 50 masques chirurgicaux que j'étais chercher tout à l'heure à l'administration communale de Krainem. Donc, je ne sais pas si toutes les administrations communales vont fonctionner de la même façon, mais ça vaut toujours la peine de passer un petit coup de fil à votre administration communale, puisque ce n'est pas rien d'avoir 50 masques chirurgicaux gratuitement. Parfait. Force est de constater que Krainem est un peu plus riche que oui. Je pense que nous avons droit à un masque. Voilà, je pense que… Différenciation entre professionnels de la santé et grand public, quand même. Hein. Oui, il y a une différenciation aussi clairement qui est faite. Hein. C'est fort variable, hein, bien sûr, en fonction des relais dont les communes disposent, des moyens aussi dont ils disposent. Hein. Parce qu'il est clair que c'est pas rien. Voilà, un masque chirurgical maintenant en pharmacie, c'est 1,30 €. Ici, au PPCF, on se bat pour les avoir à 80 cents. Mais voilà, bien sûr, il y a des délais aussi. Enfin, les délais de livraison sont incertains. Je pense qu'il faut parfois aussi se rendre compte que quand on discute avec d'autres professions de santé, pour donner un exemple, un urgentiste doit utiliser un masque chirurgical pendant 12 heures de garde dans un hôpital régional sur Namur. Donc, alors qu'un masque chirurgical a une durée de vie de 4 heures. Ça vous donne un peu, et que par définition, l'urgentiste, il est quand même autrement plus exposé que le psychologue clinicien qui a la possibilité de prendre les précautions de distance, il n'est pas obligé de toucher son patient, quoi. Donc, voilà. Je vous donne un peu l'ampleur de la situation à laquelle on est confronté. Caroline qui dit votre union professionnelle a-t-elle des points communs avec le mouvement UCM? On peut peut-être donner la parole à Caroline pour qu'elle puisse développer un peu ce qu'elle entend par le mouvement UCM. Je dois dire que nous, enfin, voilà, forcément, on est plus en lien avec voilà, un pendant du UCM. Caroline peut activer son micro elle-même, je crois. Oui, je crois qu'il est actif. Voilà. Donc, en fait, effectivement, donc j'entends bien que votre organisation, elle est spécifique pour les psychologues. À l'UCM, c'est peut-être moins spécifique pour les psychologues, mais ils ont tout un service syndicat et renseignements juridiques, etc. Et donc, je voulais savoir, comme je suis abonnée là-bas, bon, pour le moment, pour ne pas cumuler les deux, mais pour voir un petit peu si ça recouvre les mêmes choses, en fait. Oui, ce qu'il y a, c'est que, enfin, moi, en tout cas, au début de la crise, voilà, quand le droit passerelle est tombé, je me suis rendu sur le site de l'UCM et voilà, je force de constater qu'au niveau d'information, c'était assez pauvre. J'imagine, je ne suis plus retourné depuis lors, mais j'imagine qu'ils ont dû un peu enrichir les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une confusion. Donc, l'UCM, comme vous le dites très bien, reprend pas uniquement les professions de santé, hein, reprend voilà, c'est la défense des indépendants, des entreprises, hein, l'union des classes moyennes. Donc, vous avez une information qui n'est pas spécifique, mais une information très généraliste
qui parfois génère une certaine confusion, notamment pour l'accessibilité à ce droit passerelle. Beaucoup disaient, en allant voir sur le site de l'UCM, ils tapaient dans le moteur de recherche droit passerelle et ils tombaient sur les critères du droit passerelle classique. Et donc là, ils se décourageaient en disant « j'ai pas accès ». Et en fait, voilà, l'UCM n'avait pas fait cette distinction entre le droit passerelle, Corona, qui lui comporte le critère minimaliste dont on vient de parler. Donc, de nouveau, moi d'expérience avec l'UCM, dans les bureaux régionaux ou parfois locaux, vous n'avez pas toujours affaire à un service pointu en la matière, où on ne connaît pas spécialement votre secteur d'activité. La grosse difficulté, c'est que en plus de ça, les psychologues sont devenus des professionnels de santé depuis 2016, avec seulement des arrêtés d'exécution qui commencent à tomber. Et donc, voilà, quand vous avez affaire à un employé, aussi compétent soit-il dans son domaine, voilà, il a du mal à aiguiller un psychologue, contrairement à un médecin où on sait depuis des décennies en quoi l'activité du médecin consiste en tant qu'indépendant. Je vois la question de Nathalie Fernandez. Est-ce qu'il y a une date précise annoncée pour notre reprise en présentiel? Vous savez que depuis le début, vous pouvez recevoir des patients selon certaines conditions. Moi, je n'ai jamais cessé de recevoir des patients en présentiel parce que les conditions sanitaires s'y prêtent au niveau de l'entrée à mon cabinet. Donc, ce n'est pas une interdiction. Il y a un article qui est sur la une de psy.be à ce niveau-là par rapport aux conditions avec lesquelles on peut recevoir des patients. Bon, voilà, moi, je laisse le choix aux patients en téléconsultation ou en présentiel si pour eux, c'est indispensable de venir au cabinet pour travailler sur des problématiques d'anxiété, d'angoisse qui sont trop fortes. Donc, il n'y a pas d'interdiction à reprendre le travail pour nous, psychologues cliniciens. Non, ça c'est le gros avantage d'être inséré dans le champ de la santé. C'est de pouvoir justement bénéficier des aides tout en travaillant à minima. Maintenant, voilà, de nouveau, là, il y a des inégalités, bien sûr, entre les psychologues en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent. Il est clair que si vous travaillez dans un centre pluridisciplinaire, vous avez une salle d'attente de 4 mètres carrés et qu'il y a 10 consultants, ça va être compliqué que les gens respectent une distanciation physique. Donc, il y a toute une série de modalités à mettre en place. Vraiment être créatif. Bon, voilà, le public cible aussi. Les psychologues enfants, par définition, utilisent des outils transitionnels et donc vont se retrouver en difficulté parce que s'ils doivent commencer à désinfecter tous les cas plats, ça ne va pas le faire, quoi. Donc là aussi, créativité, demander leur apportent leur jeu, s'ils vont malgré tout reprendre. Voilà, c'est pas simple. Donc, c'est pour ça que là, pour le moment, dans la prochaine info flash qui va apparaître, on va essayer de faire un sondage pour voir qui n'a pas encore repris et quels sont les freins à la reprise. Bon, voilà, je vous ai déjà donné l'un ou l'autre exemple, mais on aimerait bien un peu mieux spécifier les choses, venir avec des chiffres, de nouveau relayer, dire que voilà, tout le monde ne peut pas travailler, même si on voudrait travailler. En tout cas, je peux vous dire que depuis un mois, alors qu'elle était très fréquentée, il n'y a plus jamais personne qui a demandé pour aller à la toilette. Le cabinet de consultation, oui. Le cabinet de toilette, non. Et le fait de laisser un peu d'espace entre les consultations, ça permet que les patients ne se croisent pas, tout simplement. Puis de temps en temps, je vais les chercher sur le trottoir. Bon, c'est l'évolution du métier. On fait quand même le plus beau métier du monde. Ils attendent dans leur voiture. Moi, je vais me balader parfois en consultation en se promenant. Voilà, je pense que c'est vraiment votre créativité, mais ça, je ne doute pas que si nous faisons ce boulot, c'est que, moi je dis toujours, nous
nous bricolons quotidiennement hein, avec nos patients. C'est ce qui fait la richesse de la psychologie clinique. Donc, mettons-le à profit, faisons part voilà, de nos expériences pour, à un moment donné, essayer de lever des difficultés, parce que si nous attendons des aides providentielles, elles n'arriveront pas. Enfin, voilà, je pense qu'ici, on arrive tout doucement un peu en bout de course de ce qu'on va pouvoir proposer. Hein. Je vous dis, il y a encore l'aide journalière là, qui est sur la table, à voir bien sûr. Hein. Mais cette crise n'est pas prête de s'arrêter, donc il va falloir vraiment user de créativité. Et la demande est là. Hein. Enfin, moi, je l'ai vraiment vu. Donc, comme Dimitri, je n'ai pas arrêté depuis le 14. Alors, bien sûr, Razia la première semaine hein, de confinement, et puis progressivement des demandes qui réapparaissent, d'anciens patients, voilà, l'angoisse qui monte, les problématiques consécutives à ce confinement ou des problématiques latentes qui s'exacerbent. Donc, la demande est là. Alors, derrière, un autre des combats du PPCF, ce sera de pouvoir permettre une accessibilité. Il y avait déjà deux freins majeurs. Hein, l'accessibilité aux soins psychologiques, c'était la question financière et la stigmatisation à laquelle notre profession est confrontée. Bon, progressivement, on y arrive, hein, puisque l'insertion dans le domaine de la santé fait que là, on va chez le psychologue comme on va chez le kiné, ça pose plus de problème. Mais les conditions financières, hormis ce fameux projet de première ligne qui est très restrictif, qu'il est un peu moins maintenant, hein, parce qu'il y a eu une extension aux vidéoconférences remboursées, aux groupes d'âge également remboursés, mais ça reste encore extrêmement limité. Hein. On est vraiment dans des soins de première ligne qui à l'heure actuelle n'ont que le nom, puisque il faut transiter par le médecin pour avoir un petit papier, avec toutes les aberrations que ça comporte. Hein. Moi, fréquemment, ça m'arrive pour des raisons financières d'envoyer un petit mot au traitant que je connais en lui demandant qu'il m'envoie une prescription antidatée. Quoi, hein. C'est des réalités auxquelles on est confronté, bien sûr. Peut-être un peu différente en fonction de son lieu de pratique, l'accessibilité des moyens financiers dont nos patients disposent. Mais voilà, il y a des régions quand même assez démunies. Donc les besoins en soins psychologiques seront là, hein, peut-être pas à court terme, mais voilà, il y a quand même toute une série de problématiques qui vont être amenées à se chronifier, de par la durée de ce confinement et l'incertitude aussi, hein, qui maintient les gens dans l'angoisse. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions là pour le moment. Peut-être il y avait une main levée une dernière question de Françoise Guillaume, peut-être. Oui. Mais oui, mais ça revient un petit peu. Donc, moi, je me demandais s'il n'y avait quand même pas une attitude un peu cohérente, avoir une attitude de secteur, parce que beaucoup de patients ne viennent pas, ils ont peur, en fait, des conditions dans lesquelles ils vont être. Et en plus, ils se calquent un peu sur les informations qu'ils reçoivent par rapport au monde médical. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions qui traduisent un peu une confusion ou une peur en disant, mais est-ce que vous prenez probablement le 18. Donc, il n'y a pas une voix du secteur à nouveau. Et je me demandais s'il ne fallait pas faire passer un message comme ça pour rassurer un peu les patients et leur donner quand même des indications sur le fait que les consultations continuaient. Voilà, c'était un peu ça que je voulais vous renvoyer. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Effectivement, j'ai eu l'occasion, hein, on a beaucoup vu depuis le début de crise, Sacha Daoud qui invite toute une série d'experts et de professionnels. Mais voilà, je vais lui envoyer un petit mot en lui
disant que ce serait peut-être intéressant Oui. d'inviter un psy représentant. Voilà, pour faire passer, disons, un message clair et bien, voilà, bien identifiable pour les patients. Il y a vraiment, je sens presque de la peur et puis alors une espèce de confusion comme ça. Donc, je pense que ça va retenir certains de pouvoir venir en consultation aussi. Tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, voilà, l'UPPCF est une union qui représente les psychologues cliniciens, pas une union qui représente les patients. Et donc, voilà, théoriquement, ça serait clairement une mission. Enfin, moi, je suis étonné. Enfin, la directrice de la Comsi aurait déjà dû depuis longtemps être sur un plateau TV. Hein, oui. Mais voilà, force est de constater que c'est pas le cas. Et donc, on prend un peu cette mission-là, et c'est ça qui est compliqué. Hein. Si je puis me permettre encore un petit truc, c'est que les communications de la Comsi nous disent quand même encore maintenant que nous devons attendre un signal que, en fait, les visioconsultations doivent prédominer encore. Hein. Donc, c'est vrai que ça crée peut-être un peu de confusion chez les psys aussi. Je viens de remettre le lien de l'article dans le lien conversé où j'ai repris les éléments de Comsi. Et tu as raison, il y a des éléments qui sont contradictoires. Oui. Mais en tout cas, si on lit le texte dans son fondement, on a tout à fait le droit de recevoir des patients si on estime que c'est nécessaire de le faire. Oui. Voilà, moi, c'est en tout cas ce lien-là que j'ai rédigé et que j'envoie systématiquement aux patients qui me posent la question. D'accord. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, bien sûr. Okay. Super. Ouais. Merci. Merci Françoise. Une dernière question? Et puis n'hésitez pas à revenir. Oui, je vois Ludovic, hein, peut-être terminer là-dessus. Effectivement, c'est au patient client de juger ce qui est utile ou pas. Logiquement, bah oui, hein, c'est clair qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire entendre la voix de nos patients, et c'est dans l'échange. Hein. Moi, ce que j'ai continué à faire au travers de cette crise, c'est maintenir un lien téléphonique avec mes patients, voir un peu où ils en étaient et de réévaluer les choses. Alors, c'est pas du démarchage, c'est de la continuité de soins. Où à un moment donné, ben, c'est intéressant de refaire le point et de voir si le patient est prêt à prendre, s'il a encore besoin. Parce que bon, il y a aussi des choses qui ont évolué positivement. Hein. Je pense notamment à des problématiques de burn-out, où des gens forcés à arrêter ont pu se recentrer sur des choses plus essentielles et ont pu lâcher prise aussi par rapport à leur activité professionnelle, par exemple. Donc, voilà, chaque situation est unique et toujours bien écouter ce que nos patients nous disent avant de mettre en place des grandes recommandations ou de grandes directives. En tout cas, le PCF ne s'inscrit pas là-dedans non plus. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on a voulu mettre en évidence le fait que les vidéoconsultations étaient la norme. Non, pour nous, c'est pas la norme. C'est un moyen qu'on a privilégié à un moment donné. C'est un moyen qui a encore toute son utilité, qui forcément dans le futur sera certainement un moyen complémentaire de manière très pratico-pratique. Voilà, un de vos patients se retrouve coincé dans un embouteillage, n'arrivera jamais à l'heure à votre consultation, il veut malgré tout participer, il y a cette possibilité voilà, il se met sur le côté, il a son smartphone, il est seul dans sa voiture, il y a une confidentialité qui est respectée. Voilà, vous décidez conjointement que la consultation se réalisera via vidéoconférence. Voilà, je pense que c'est important de laisser aux cliniciens, en tout cas c'est le message qu'on a fait transparaître, puisqu'on a été sollicité par les autorités pour formuler des recommandations au secteur. Il est clair que ce qu'on a exigé, c'est que, in fine, ce sont les psychologues cliniciens qui décident de quelles modalités ils mettent en place. Bien évidemment, en respectant les mesures de base que tout citoyen belge est censé respecter.
Je rebondis là-dessus en disant ça. Il y a aussi cette notion de parfois les patients ont peur de venir jusqu'au cabinet parce que la peur du gendarme, je vais me faire arrêter. Là aussi, clairement, vos patients ont le droit de pouvoir venir jusqu'à votre bureau de consultation. Et donc, si à un moment donné, il est confronté à un policier un peu trop zélé, voilà, moi, ce que je fais systématiquement maintenant, si je sens qu'il y a une difficulté, alors voilà, moins difficile que Dimitri qui est à Krainem où il y a peut-être un flic à tous les coins de rue, mais c'est d'envoyer un petit SMS avec votre nom et l'heure de la consultation. Et donc, voilà, le patient peut montrer au policier qu'il ne se balade pas pour se balader. Bon, ici, théoriquement, on pourra un peu plus se promener à partir de lundi prochain, mais voilà, rien n'est moins sûr aussi qu'il y a un marche arrière qui s'opère. Hein, donc, voilà. Juste pour l'anecdote sur ce point, j'ai un jeune patient de 25 ans avec qui j'avais un rendez-vous en ligne. Et puis finalement, il m'a envoyé un mail parce qu'il avait lu qu'il pouvait venir quand même à ma consultation. Et donc, il a demandé s'il pouvait venir au cabinet. Donc, je lui ai dit, ben oui, vous pouvez venir au cabinet. Et quand il est arrivé au cabinet, il m'a dit, est-ce que je peux venir 2 fois par semaine plutôt qu'une? Parce qu'en fait, aller chez son psy, c'est un des rares déplacements autorisés aujourd'hui. Et donc, ça devient presque une satisfaction personnelle. Voilà, ça m'avait bien fait rire. Tout à fait. J'avais envie de renforcer ce que tu viens de dire, Dimitri. Satisfaction personnelle et action préventive et curative, notamment des gens qui souffraient déjà de troubles anxieux relativement importants, où l'idée étant de pouvoir continuer à s'autoriser et à affronter un petit peu la peur de sortir de chez soi. Et donc moi, ça m'est arrivé durant ces 6 semaines de confinement de maintenir un rendez-vous en présentiel avec toutes les mesures de sécurité, mais pour que la personne voilà, puisse affronter ses peurs et prévenir une agoraphobie majeure si le confinement venait à s'installer plusieurs mois. Ben, écoute, merci beaucoup Quentin de nous avoir fait cette présentation. Avec grand plaisir. Beaucoup de messages de satisfaction de nos collègues. Et puis, ben, j'invite chacun à revenir vers toi si jamais il y a des questions plus personnelles au niveau des aides, de la reprise du travail en cabinet, quoi. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Et sache aussi donc que j'ai enregistré la présentation, comme ça on pourra l'envoyer à des collègues éventuellement qui n'ont pas pu être là ce soir. Ok. En replay. Merci à tous et bonne soirée, prenez soin de vous. Hein. Au plaisir de se recroiser en tout cas. Ciao. Merci, ciao. Merci monsieur Equin. Avec plaisir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.